Madame, Monsieur, bonsoir. Pour notre débat ce soir, nous vous invitons à entrer dans le monde de la blockchain et de tout comprendre à ces technologies et à ses avantages. Une technologie d'abord de stockage, ensuite de transmission d'informations. Une technologie car fonctionnant sans organe de contrôle et totalement transparente et sécurisée. Et si le concept ne vous parle toujours pas, notez que c'est cette même technologie qui est à la base du fameux Bitcoin et autres crypto-monnaies. Encore peu connue du grand public, la chaîne de blocs ou blockchain a cependant le pouvoir de changer le quotidien de chacun de vous dans les aspects de la vie les plus élémentaires aux besoins de notre époque. Mieux que cela, elle peut changer les dysfonctionnements moraux d'une société, tant cette blockchain est fondée sur ce que je disais tout à l'heure, le principe de la transparence. Alors, utopie ou révolution réaliste au Maroc, c'est ce que nous saurons dans le débat d'aujourd'hui en compagnie de nos invités. Tout d'abord, Mehdi Alaoui, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes vice-président de l'APEBI. Tout à fait, je vous remercie pour l'invitation, c'est un honneur d'être parmi vous ce soir. C'est un plaisir de vous recevoir. Également sur le plateau, un expert en IT et télécom, Khalid Ziani, bonsoir et bienvenue à vous aussi. Bonsoir, et je vous remercie pour cette invitation. Un autre expert, cette fois en transformation digitale, d'ailleurs il fait partie du board de l'agence du développement digital au Maroc, Tarek Foudli, bonsoir et bienvenue à vous aussi. Merci de m'avoir invité. Alors tout d'abord, j'aimerais qu'on commence cette émission avec un côté pédagogique. Khalid Ziani, la blockchain. J'ai essayé de donner une définition des plus basiques en commençant l'introduction de cette émission. Qu'est-ce que c'est et comment cela marche ? Alors la blockchain est un outil qui permet, c'est une solution qui permet le stockage d'une manière non falsifiable, cryptée, non répudiable d'une information comme un acte, un registre, qui est par réputation non modifiable. Et cette technologie a une autre particularité, c'est qu'elle est dite stockée sur le réseau, c'est-à-dire sous forme de blocs. Et cette caractéristique lui donne un aspect sécurité et pérennité beaucoup plus fort que les technologies classiques et elle est parfaitement adaptée pour tous les documents de type acte ou contrat qui sont non modifiables et non répudiables. Alors, quelle est la différence, Mehdi Alaoui, entre la blockchain, peut-être ma question peut vous paraître naïve, et le cloud ? Alors, on pourrait dire que la blockchain, on va dire, d'abord c'est un concept. Donc c'est un concept qui peut être utilisé sur plusieurs sujets. Le Bitcoin a été un des premiers sujets sur lesquels on a connu la blockchain. Généralement, en fait, la blockchain, elle est, on va dire, stockée sur des ordinateurs qui communiquent en peer-to-peer. Alors que dans le cloud, on va dire, c'est un endroit qui est centralisé. Donc la grande différence entre les deux, c'est que d'un côté, c'est du one-to-one et de l'autre côté, c'est centralisé. Et donc, c'est l'une des composantes principales et valeurs principales de la blockchain, c'est que, voilà, c'est pas centralisé, on ne peut pas le falsifier. Très bien. Contrairement donc justement dans le cloud, où on peut rentrer dans un ordinateur, dans une base de données, et on peut la changer. Quand c'est stocké sur plein d'ordinateurs, c'est très difficile en fait de venir falsifier. Et il faut falsifier sur au moins la moitié des ordinateurs, ce qui est quasiment impossible. Ce qui la rend totalement sécurisée. Tout à fait. Il n'y a pas de faille, c'est infaillible. Quasiment. Très bien. Alors, comment cela marche ? Donc, il y a plusieurs ordinateurs, on parle de serveurs, on parle d'ordinateurs. Comment ces informations circulent-elles ? En fait, ces ordinateurs sont connectés entre eux et en fait, ils vont tous stocker la même information. Très bien. Et c'est ce qui fait que cette information est distribuée et en même temps redondante. Et ce qui fait que c'est quasiment impossible, justement, en fait, d'abord de craquer ces ordinateurs et de venir modifier l'information. Et bien, si ça arrive sur un ordinateur, il y a, comment dire, des milliers et des milliers. Donc, c'est ce qui garantit cet aspect, on va dire, sécuritaire. Peut-être quelque chose à ajouter, Tarek Foudli, et également peut-être votre propre définition de cette blockchain, de par votre expérience. Alors, comme a dit Mehdi, c'est une manière de penser, c'est un concept. C'est un fondement qui change en fait un paradigme qui est connu dans le monde informatique, qui est la centralisation de la data. Quand on a une base de données centralisée,
bien sûr, elle peut être victime d'une corruption, d'une modification, d'une attaque. Mais quand on a ces données-là, ce qu'on appelle le ledger, qui est distribué dans un millier d'ordinateurs, qui fonctionne en mode consensus sur chaque modification. Donc chaque fois qu'il y a une petite mise à jour dans ce registre, il y a un mécanisme de consensus basé sur des calculs mathématiques assez complexes pour que ces ordinateurs se mettent d'accord entre eux que cette modification va avoir lieu. Donc là, on passe en fait, c'est une révolution. Je pense qu'il n'y a pas eu, depuis Internet, on passe, avec la blockchain, on passe d'Internet d'information à Internet de transactions à l'Internet de valeur. Et cette valeur a un potentiel de vraiment, comme vous l'avez dit, révolutionner le quotidien de beaucoup de personnes dans le monde entier. Dans le monde entier, est-ce qu'aujourd'hui elle est appliquée dans beaucoup de pays dans le monde, Khaled Ziani? Oui. Le premier domaine d'application, c'est la monnaie. C'est l'histoire du Bitcoin a permis en fait le développement de la blockchain et beaucoup de pays se sont posé la question de la numérisation de la monnaie. Et la meilleure façon est ils se sont posé la question, je vous interromps si vous le permettez, ils se sont posé la question parce que c'est une menace qui s'est imposée à eux ou pour justement surfer sur la vague de la modernisation et de la digitalisation de leur propre monnaie? Ça peut être une menace, mais ils ont pensé qu'il fallait transformer cette menace en opportunité. Très bien. Et c'est exactement ce que font tous les pays devant la progression de ces monnaies qui deviennent des monnaies numériques, virtuelles, parce que c'est le sens de l'histoire, de l'évolution de la monnaie. La monnaie est un actif. Et si vous faites la comparaison entre la monnaie papier ou les billets ou les pièces de monnaie, ce sont des actifs qui représentent une valeur. Et c'est parfaitement adapté à la blockchain. Sur la blockchain, vous avez des blocs de monnaie représentatifs sur lesquels vous avez un propriétaire et vous avez après des transactions. Cette monnaie circule et les transactions sont tracées. Et la blockchain est parfaitement adaptée pour tracer les transactions, pour rendre numérique cette monnaie. Cette tendance est une tendance de fond dans le monde entier. Beaucoup de pays préparent cette révolution, rendent leur monnaie de plus en plus numérique et adoptent ces technologies de blockchain. Et beaucoup de pays adoptent même leur dispositif légal, législatif, pour épouser cette révolution. Et donc, on verra les premières applications à grande échelle dans le domaine de la monnaie. Très bien. Nous reviendrons au cadre réglementaire qui est très, très intéressant et très important, notamment en ce qui concerne l'adoption de cette blockchain au Maroc. Mais avant, je voudrais parler des autres domaines d'intervention de la blockchain. Comment pourrons-nous profiter de cette blockchain dans les différents secteurs? Comme je disais en fait au démarrage, donc la blockchain est un concept. Donc effectivement, elle a été appliquée à la monnaie au démarrage, mais le potentiel il est énorme. On peut l'utiliser en fait dans différents domaines. Je vais commencer par celui de l'assurance et les smart contracts. Concrètement parlant, en fait, imaginez en fait que vous avez acheté un billet d'avion avec votre carte bancaire et que vous avez souscrit un smart contract. Et que finalement, en fait, votre vol prend quelques heures de retard et que dans les policies avec la compagnie aérienne... Dans les règles de la compagnie aérienne... Voilà, donc on peut vous rembourser. Oui. Alors, dès qu'on va dire il y a un retard, le smart contract peut déclencher automatiquement, via l'assurance, un remboursement. Et donc ça, c'est quelque chose de magnifique. Aujourd'hui, on sait très bien que même si on a ces assurances-là, le fait de faire la paperasse, les allers-retours, fait que très peu de personnes le font. Donc voilà un exemple concret. Ça peut être aussi appliqué dans le financement des startups, ça pourrait être appliqué dans le vote, dans le e-gov. Comment ? C'est-à-dire financer des startups en crypto-monnaie, c'est cela ? Exactement. En fait, avec des systèmes donc, de ICO, aujourd'hui, on peut faire du financement donc de start-up. D'ailleurs, en fait, au Maroc, la loi du crowdfunding vient de passer une étape qui est extrêmement importante. Absolument. Donc, on ne sait jamais. Peut-être qu'on peut implémenter quelque chose qui permettrait de financer donc les start-up en utilisant justement la blockchain.
Donc, en fait, il n'y a pas de limite. Comme disait Tahir tout à l'heure, c'est une question de valeur. C'est transformer la façon avec laquelle on fait, avec laquelle le digital, on va dire, se fait tous les jours, en partageant, en distribuant cette information-là pour qu'elle soit transparente pour tout le monde. Donc, c'est quelque chose d'extraordinaire. D'ailleurs, le gouvernement de Dubaï a mis en place une stratégie que pour d'ici 2030, l'ensemble des services de e-gov passeront par de la blockchain. Merci pour la transition. Je me tourne justement pour quelqu'un qui, on va dire, s'y connaît plutôt bien en termes de e-gov sur ces tables. Tariq El-Fadli. Alors, quels sont les domaines d'intervention de la blockchain? Quelles sont les possibilités d'utiliser la blockchain dans justement la digitalisation de notre administration et de tous les services qui incombent à cette administration marocaine? Alors, avant de parler de l'administration, je pense que l'appui ou l'utilité de la blockchain au Maroc, c'est celui d'instaurer et renforcer la confiance, que ce soit entre l'administration et les administrés ou que ce soit entre les entrepreneurs et leurs clients. La confiance et la confiance sociétale, c'est la base, comme vous le savez, de toute relation, que ce soit une relation business ou une relation administrative. La blockchain peut intervenir pour imposer un niveau de transparence. Si on regarde, par exemple, en termes de e-gov, quels sont les problèmes que nous avons? Pas que le Maroc, que l'ensemble des pays, que ce soit des pays développés ou en voie de développement. Quels sont les problèmes? Les problèmes sont souvent dans l'aspect attestation. Donc, je vais donner un exemple. Un diplôme, un certificat de propriété. Donc, parlons de certificat de propriété, par exemple. Il y a pas mal de pays, dont le Maroc, où il y a beaucoup de victimes de spoliation foncière. Exact. Donc, même si nous avons informatisé notre cadastre, il reste dans des technologies qui sont hackables, qu'on peut atteindre. Donc, avant, quand on était sur le papier, bien sûr, l'État qui joue le rôle de garant de cette propriété, de ce titre foncier, s'il n'est pas informatisé, bien sûr, c'est facile d'aller faire disparaître un document qui garantit l'identité et la propriété de la personne. Une fois on passe au niveau informatique, la même chose, cette base de données elle est centralisée, elle est maintenue par des personnes, elle peut être attaquée de l'extérieur, donc il y a toujours le risque. Mais l'État, en tant que garant, bien sûr, déploie les moyens pour minimiser ce risque. Une fois on passe, par exemple, sur la gestion de propriété foncière sur la blockchain, c'est simple. Une fois mon titre foncier, il est dans la blockchain, il est immodifiable et on peut savoir toute l'histoire derrière, toutes les mains par lesquelles le titre foncier est passé et on peut être rassuré que cette propriété, elle appartient à la bonne personne et personne ne va modifier ça. La même chose pour les diplômes. Aujourd'hui, si on regarde parmi les problèmes sociétaux qu'on a, c'est la falsification d'attestation ou la falsification d'un diplôme. D'un diplôme, carrément, oui. Voilà, sur une blockchain, ça c'est résolu. Mais si un titre foncier peut être vendu, on se rappelle de ce scandale de spoliation immobilière, dont des titres fonciers ont été vendus 2 à 3 fois, c'est-à-dire on est au XXIe siècle, c'est quand même assez difficile à intégrer. Et puis, il y a des pays qui ont choisi d'utiliser la blockchain, notamment en ce qui concerne le cadastre. Et je cite l'exemple du Ghana, par exemple. Oui. Par rapport à l'e-gov, je reviens à cette question de e-gov, il y a l'Estonie. Alors, j'ai été agréablement surprise en préparant cette émission de savoir que ce tout petit pays, 1 million et quelques d'habitants, 1,2 million, 1,3 million d'habitants, à 99% de ses services administratifs sont digitalisés. On en est où au Maroc? En fait, il y a plusieurs À part la DG, je ne parle pas de paiement d'impôts, parce que 95% des Estoniens paient leurs impôts en ligne. Donc, il y a plusieurs chantiers au Maroc, chez plusieurs administrations. Mais le problème, en fait, c'est qu'on s'y est pris un peu en retard. Et la raison pourquoi on a fait ça, parce qu'il y a plusieurs obstacles. Moi, je mets le doigt tout le temps sur la réglementation des marchés publics en termes de projets informatiques. Elle n'est pas du tout adaptée à la réalité de l'informatique, qui est une science qui évolue tout le temps. Nous avons de la réglementation calquée sur les chantiers immobiliers qu'on applique à l'informatique. Donc, nos DSI de l'administration ont les mains un petit peu
attachés. Et en fait, on le voit même dans le discours royal, c'est que la prise de décision, à certains niveaux, elle tarde, elle prend du temps. Et c'est une prise de risque, parce que dans l'IT ou dans la technologie, on doit avoir une capacité à prendre le risque, à explorer, mais surtout une capacité à accepter l'échec. L'Estonie n'a pas tout réussi. Elle a eu beaucoup d'échecs. Elle accepte l'échec parce que l'échec nous permet d'apprendre, de rectifier le tir et de revoir notre méthode. Malheureusement, dans quelques projets, nous sommes en train de réappliquer la même méthode qui n'a pas marché dans le passé. On parle toujours de l'administration, c'est-à-dire de la modernisation de notre administration publique. Oui. Et avant même de parler de blockchain, peut-être parlons de la base. Enfin, je veux dire, justement, on n'arrive la même base, pas la à digitaliser notre administration. Et pourtant, l'effort, on nous parle d'un grand effort de la réforme de l'administration. Alors la base, pour moi, et je reviens au discours royal, c'est innover. Pour innover, il faut prendre un risque. Pour prendre un risque, il faut se faire confiance. Maintenant, quand on parle de disruption, donc la blockchain, c'est une disruption. Quand on parle de disruption, souvent on a affaire à des decision makers, à des preneurs de décision qui ont peur de faire le pas, qui ont souvent peur de faire confiance à cette petite start-up. On veut vraiment travailler avec les géants parce que ça rassure. Et donc quand on est dans ce mindset, on a du mal à prendre des décisions. Donc je pense que c'est mon point de vue personnel, hein, ça n'implique personne, mais c'est ce blocage qui fait que... Donc aujourd'hui, on est en train de parler de blockchain. Et comme vous l'avez bien dit, je pense que c'est trop tôt pour nous de parler de blockchain parce que la base n'est pas là. Et la base, c'est une infrastructure, c'est des services e-gov disponibles en ligne, c'est de l'interopérabilité entre les administrations, c'est un guichet unique pour servir le citoyen sur l'ensemble de ses papiers. Et là, une fois on a ça, on peut dire, voilà, pour minimiser le risque et réduire tout ce qui est risque de fraude, on va ajouter une couche blockchain pour accompagner tout ça. Khaled Ziani, je vais dans le sens de Tariq Fadli. Peut-on aspirer à une blockchain pour le Maroc? Si oui, quelles sont les bases aujourd'hui? Vous avez parlé d'infrastructures, mais de quoi avons-nous besoin comme base pour construire ce chemin vers la blockchain? Nous n'y sommes toujours pas. Alors, la première pierre à l'édifice, c'est les compétences, c'est la formation des ingénieurs sur ces nouvelles technologies. Et donc, sur ces technologies de blockchain, il nous faut absolument former des ingénieurs sur ces technologies. Donc, il nous faut des organismes de formation ou des startups qui travaillent sur des projets qui mettent en œuvre ces blockchains et qui permettent de former ces ingénieurs. C'est comme ça qu'on va initier. Après, la notion de... Sur la blockchain, en fait, les notions de frontières n'existent pas. On s'adresse à un réseau Internet qui devient un réseau de stockage. Donc, on a probablement la deuxième pierre à l'édifice, c'est adapter notre réglementation et nos lois, qui sont toutes basées sur l'environnement national. Quid des données distribuées en bloc, stockées sur un réseau mondial? Il faut adapter nos lois et notre réglementation. Donc ça, c'est une pierre sur laquelle on doit absolument travailler, parce que souvent, c'est la réglementation qui freine l'essor et l'évolution vers ces technologies. Vous sentez qu'il y a une volonté pour aller justement vers cela dans les projets, peut-être les drafts de loi qui sont aujourd'hui rédigés au Maroc? Je pense que c'est encore trop tôt. C'est perçu par les responsables comme étant une technologie très, très innovante et ce n'est pas très lointaine et ce n'est pas dans leurs priorités. Néanmoins, c'est bien pour un pays de sauter des pas technologiques. Quel est le rôle de l'ANRT, de l'Agence nationale de réglementation des télécoms, dans cette question de blockchain? Elle doit sensibiliser, informer sur l'opportunité d'utiliser la blockchain pour les projets IT gouvernementaux notamment. Et c'est très simple, il faut donner des exemples
pour la population et le bénéfice que va en retirer cette population. Il faut expliquer, par exemple, pourquoi, depuis 20 ans à peu près, nous n'avons jamais réussi à digitaliser les actes de naissance, actes de mariage, actes de succession. Et nous avons un dispositif qui est totalement manuel, qui date de plusieurs centaines d'années et qui marche exactement comme le process de la blockchain. Exactement. Si vous prenez les actes rédigés par les Hadoul, signés par le juge, déposés dans des registres, c'est exactement le processus de la blockchain, sauf qu'il est manuel dans un monde non connecté, et notre société avait trouvé ce dispositif pour certifier et rendre uniques les actes. Si on pousse la réflexion d'imaginer un processus de numérisation de ces actes, il faut absolument prendre la voie de la blockchain, plutôt que la voie classique qui consiste à configurer des bases de données centralisées dans un cloud privé ou national. Et cette voie classique, il faut l'abandonner. C'est la dépasser parce qu'elle est déjà obsolète aujourd'hui à cause de la blockchain. Les actes sont des actifs, ils sont éligibles à la technologie de blockchain. Ce sont des actifs non modifiables, non falsifiables, qui nécessitent une sécurité très forte. Donc, dès maintenant, au moment où on commence à réfléchir sur le dispositif de digitalisation de ces actes, et on a à peu près 28 millions de registres non digitalisés au Maroc. Quand vous dites registres, c'est les registres où on signe quand on récupère un document, c'est-à-dire les registres... Non, ce sont les registres des Hadoul. Il ne faut pas oublier qu'au Maroc, nous avons tous les actes. En fait, à la conservation foncière, nous n'avons que 30% des actes de propriété, par exemple. Tout le reste est déposé dans des registres au ministère de la Justice. Les registres de naissance, l'état civil, ce sont des registres qui sont en cours de digitalisation, mais ce sont des registres. Les actes de mariage, ce sont des registres papier qui sont déposés dans les tribunaux de la famille. Donc tout cela, tous ces actes et ces registres sont éligibles à la blockchain. Et c'est la meilleure technologie de sécurité, de fiabilité, de non-répudiation. Donc là, si on avait une démarche à faire, c'est dès maintenant, puisque en fait les projets sont en cours de lancement. Il faut choisir la meilleure technologie pour sauter le pas. Très bien. Et ne pas stocker notamment ces actes dans des solutions classiques. Et pour cela, nous avons besoin d'ingénieurs, nous avons besoin de start-up, et nous avons besoin de quelque chose qui a été évoqué, c'est ce syndrome de l'administration à penser, à chaque administration, à penser qu'elle peut tout faire elle-même. Nous devons absolument introduire ce qu'on appelle l'outsourcing, c'est-à-dire que en fait, les projets informatiques sont des projets externalisables qui doivent être faits par des spécialistes dont c'est le métier et pas forcément par ces administrations-là. Une fois qu'on a franchi ce pas, dire que l'administration n'a pas vocation à faire elle-même ces projets IT, nous progresserons très vite. Nous progresserons très vite et nous ferons progresser et émerger des champions nationaux et des start-up qui progresseront grâce à ces contrats d'externalisation. La NRT qui a créé un soft center justement pour plancher et travailler sur un centre national de blockchain, mais comme vous l'avez dit, il faut peut-être déjà penser à généraliser cette idée qu'il est temps de penser à mettre déjà cette première pierre à l'édifice avant de déjà construire d'autres choses. La dernière pierre à l'édifice, c'est le dispositif de gouvernance. Donc, vous avez évoqué la NRT. Là, c'est un très, très bon exemple. Oui. La NRT a signé une convention avec le Soft Centre, qui est une association qui est très dynamique. Oui. Mais qu'est-ce qui oblige le ministère de la Justice ou la conservation foncière à travailler avec le Soft Centre ou aller dans la voie
tracé par... C'est une plateforme nationale de Non, blockchain. il faut que dans la gouvernance, au gouvernement, il y ait une gouvernance qui donne la feuille de route générale et globale, transversale. Voilà, qui disent que, par exemple, il faut dire que les actes, tous les types d'actes, doivent passer dans la blockchain. Ça, c'est une décision gouvernementale qui doit être prise. Actuellement, en fait, chacun pense de son côté quelle est la solution. Mais il n'est pas forcément au fait de toutes les solutions possibles. Voilà, et puis de marcher vers une vision globale et des objectifs globaux et non départementaux de chaque département. Peut-être une réaction rapidement avant la pause, Tariq Fouda. Alors, l'image, elle est plutôt optimistique. Parce qu'il y a, optimiste. Il y a des discussions autour de la possibilité d'avoir une loi bac à sable qui permet justement de tester le concept. Sur ce que vous avez dit, je ne peux pas évoquer les noms, mais j'ai des clients qui avancent avec la mise en place de Digital Lab, de Factory en interne, qui s'ouvrent envers les startups marocaines et africaines. Donc, il y a une réactivité et un début de changement de mindset qui fait plaisir. Et il y a aussi l'autre facette d'administration qui refuse de s'ouvrir vers les startups ou vers les multinationales qui sont convaincus de tout pouvoir développer en interne. Et ça, pour moi, c'est un mindset qui ne va pas changer demain. Qui doit être réformé avant de penser à la réforme même de cette administration. Quand on est un ministère de X, je ne vais pas nommer qui, et que je m'amuse à embaucher 60 ingénieurs informaticiens, c'est que je deviens le ministère de l'informatique, sachant que Apple a 10 ingénieurs sur iPhone. Très bien. En tout cas, c'est bien résumé et l'image est un peu plus claire. Messieurs et nos téléspectateurs, je vous propose de revenir au débat juste après cette courte pause. À tout de suite. Bienvenue à nouveau. Vous regardez Éco-Débat que nous consacrons aujourd'hui à la blockchain. Avant la pause, nous nous sommes donc intéressés à cette question d'imaginer une blockchain nationale, peut-être même sur ces points qui ont été brillamment évoqués par mes invités, en ce qui concerne l'approche même de la modernisation des services qui sont proposés aux citoyens. Je me tourne vers Média Alaoui, puisque nous avons eu bien sûr l'avis de Khalid Ziani et de Tariq Foudli. Qu'en est-il pour vous? Comment voyez-vous justement cette transformation, voire révolution? Parce qu'il est clair, d'après les constats de vous tous, qu'on est légèrement à la traîne. Tout à fait. Moi, je voudrais réagir essentiellement sur 2 points qui ont été dits et redits, le mindset et la célérité. Alors, effectivement, en fait, on a un certain nombre de lois, peut-être qui sont en retard par rapport, on va dire, à l'actualité d'aujourd'hui. Ces lois, en fait, on va dire, il y a dedans donc des règles qui créent des process, sauf que quand on crée ces process-là, ils sont complètement, on va dire, ils ne font pas attention aux citoyens. Alors que dans d'autres pays, on a la même chose, on a des lois, sauf qu'on met le citoyen au cœur du sujet. Ce qui fait au fait qu'on va lui permettre d'avoir une expérience qui est extrêmement intéressante. Et pourquoi on ne le fait pas aujourd'hui chez nous? Je pense que c'est lié au mindset. Parce qu'au fait, l'ensemble des personnes qui sont, on va dire, liées à créer ces process ne veulent pas prendre leur responsabilité, leur courage et innover pour faire en sorte que le citoyen soit servi. Donc, on va mettre un certain nombre de process qui vont à l'encontre du citoyen. On va lui compliquer la vie, malgré que Sa Majesté, dans différents discours royaux, a dit qu'il ne faudrait plus, au fait, qu'on demande le même document à la même personne et que 2 administrations demandent ce document-là. C'est illogique. Mais est-ce qu'on va attendre 10 ans de plus pour pouvoir faire ça? Pour créer ce guichet unique. Exactement. Aujourd'hui, les technologies sont là. En plus, c'est des choses qui sont démocratisées, qui existent partout. Et qui peuvent peut-être même être développées par des startups marocaines. Définitivement, en fait. On parle aujourd'hui de blockchain, on parlait avant de base de données, c'est quelque chose, en termes de technologie, d'extrêmement accessible. Moi, la question que je me pose, mais pourquoi ce n'est pas déjà fait? Pourquoi ça bloque, puisqu'on parle de blockchain? En fait, blockchain, ça va être plutôt bloc avec un cul en UE. Bloc mindset. Voilà, c'est ça, absolument. Donc voilà, il faut débloquer ces mindsets. Et justement, je pense que voilà, il faudrait que ces décideurs prennent leur courage à 2 mains et mettent en place les choses, parce que la technologie le permet. C'est vrai qu'il y a un aspect peut-être social qu'il faut prendre en compte,
Mais in fine, il faut le mettre en place et je pense que notre priorité, c'est le citoyen. Il doit être servi, il ne doit plus peiner, il ne doit plus se déplacer des centaines de kilomètres pour pouvoir avoir des documents basiques. Il ne faut plus qu'on le renvoie et qu'on l'envoie balader entre différentes administrations. C'est ce qui crée ce problème de manque de confiance, ce problème on va dire de haine contre l'administration, alors que la technologie peut régler ça très très rapidement et on n'a pas besoin de 10 ans pour le faire. Franchement, on a besoin de quelques mois pour implémenter tout ça. Il faut juste se mettre d'accord et commencer à travailler pour l'implémenter. Mon deuxième point, c'était justement par rapport à la célérité des choses. Aujourd'hui, on est dans un monde où tout avance très très vite. On est dans un monde où la technologie ne va pas nous attendre. Tous les pays, enfin plusieurs pays dans le monde ont implémenté ce genre de choses. Est-ce qu'on va continuer à en parler jusqu'à 2030, 2040, on va l'implémenter? C'est déjà trop tard. Le citoyen ne peut plus attendre. Du coup, il va ailleurs. Il va aller ailleurs, oui. Parce qu'on parlait d'ingénieurs, Khalid Ziani évoquait cette question d'ingénieurs, je ne voulais pas vous interrompre. Nous avons de très bons ingénieurs qui vont travailler justement pour cette peut-être même technologie de la blockchain, pas chez nous, mais ailleurs. Tout à fait. Aujourd'hui, on a estimé à l'APB qu'il y avait entre 2000 à 3000 ingénieurs qui quittent chaque année le Maroc pour aller travailler ailleurs. Pour différentes raisons. Enfin, parce qu'on va mieux les valoriser ailleurs, parce qu'ils vont avoir une nouvelle expérience. C'est quand même, ingénieurs sont quand même attachés à leur pays, ils aimeraient bien rester, mais il faut qu'on leur donne un cadre. Ils se sont aussi des citoyens et quand ils voient comment ça se passe au niveau des différentes institutions, quelque part ils ne sont pas contents et ils partent parce qu'on ne préserve pas leurs droits. Et justement, c'est là où la blockchain peut tout changer, parce que la blockchain, c'est quoi avant? C'est la transparence. C'est la confiance. Et si on installe ça et on fait ce saut technologique directement et qu'on crée nos services de e-gov basés sur la blockchain, on peut complètement changer les choses. Au lieu de passer par le filaire comme on l'a fait dans les télécoms en Europe, on va passer directement à la 3G, à la 4G, et ça nous permettrait de faire un grand pas vers l'avant. Mais je reviens et j'insiste sur ce point-là. Et c'est un message que j'envoie en fait à l'ensemble des décideurs. Prenez vos courages entre vos mains et implémentez ces technologies. Ça va complètement changer la donne, pour nos citoyens, pour tout le monde. Et on est super jaloux de voir ça arriver, on va dire, ailleurs et pas chez nous. Ce n'est pas une question de compétence, ce n'est pas une question de talent, ce n'est pas une question de budget, c'est une question de volonté, c'est une question de mindset. Il faut que le mindset soit hacké pour pouvoir implémenter ce genre de choses et dans les meilleurs délais. Surtout que le Maroc a cette ambition justement d'être un peu leader dans sa région en ce qui concerne cette question des IT, des nouvelles technologies et aussi, n'est-ce pas, de donner sa chance à cet entrepreneuriat jeune, notamment les startups qui évoluent dans cela. Et là, pour le coup, on se retrouve par rapport à d'autres pays de la région, du continent, à la traîne, comme ce que je disais, parce que justement, il y a peut-être un manque de courage politique, selon vous? Moi, je pense qu'on est beaucoup sur les discours, on est moins sur l'action. Voilà, aujourd'hui, quand on voit un petit peu cet écosystème de start-up qui grandit au Maroc, on a la chance d'être dans un pays qui est quand même stable politiquement, qui a une position géographique extraordinaire, qui a des ressources, et on est à la traîne au niveau, on va dire, des startups. Quand on voit un petit peu les chiffres de l'année dernière, il y a plus de 1 milliard de dollars qui a été investi dans les startups en Afrique. Le Maroc a eu 3 millions de dollars. Et c'est une start-up qui a levé les 3 millions de dollars. Une seule? Une seule. Enfin, il y a exactement 3,6 millions de dollars et une a pu lever 3 millions de dollars. Donc je pense qu'on est toujours dans cette phase où on dit des choses, mais quand il s'agit de donner des contrats aux start-up, en fait, là, on est moins bien. Vous savez que le plus grand... C'est cette confiance qu'évoquait Tariq Fdli par rapport aux multinationales. Parce qu'on se dit, bon, c'est une start-up, on ne va pas faire confiance à ces petits jeunes... c'est complètement... Oui, c'est cela. Ouais, c'est ça, et c'est aussi le fait que on n'arrive pas à concevoir et à sortir des solutions endogènes, c'est-à-dire pensées, réfléchies, faites par des Marocains pour des Marocains. Voilà. Et bien sûr, ça m'envoie vers notre projet Oraki qui est vraiment une solution endogène. By the way, on a expérimenté avec de la blockchain. Mais on a arrêté de parler blockchain parce que ça fait peur et que les gens ne comprennent pas. Donc on s'est dit, voilà, on ne va pas parler de blockchain. Et quand je parle de solutions endogènes, c'est
Dans une autre vie, j'ai compris aux États-Unis qu'on digitalise, qu'on informatise pour gagner en efficacité, éliminer les emplois. Donc j'ai appris sur le terrain ici que le digital, la transformation digitale, ne veut pas nécessairement dire éliminer les emplois. Au contraire, il faut créer des opportunités, créer des emplois, mais cibler la création d'un écosystème. Et cet écosystème doit être endogène. Endogène, c'est-à-dire, on doit prendre en considération les particularités, que ce soit dans l'appareil sécuritaire, avec les profils de Muqaddam, Qaid, Khalifa, que ce soit dans le tissu économique. On parle de plus de 3 millions de cols bleus au Maroc. Comment on peut utiliser le digital pour augmenter le volume de transactions de ces personnes? Comment mettre un mécanisme digital qui renforce la confiance sociétale entre ces personnes et les personnes qui les emploient? Comment amener ces gens à déclarer leurs revenus et à les taxer proprement sur leur échelle de revenus? Tout ça, le digital peut le résoudre. Moi, je maintiens, ma théorie, c'est qu'on a un problème sociétal que tous les pays africains ont, c'est celui de la confiance. Donc on a deux choix à faire. Soit on va attendre un changement générationnel pour éliminer, aujourd'hui on parle de nouvelles lois qui va éliminer la légalisation de signature. Quand je vois ce texte de loi, je me dis, bon oui, c'est bien, c'est utopique, mais on est dans un pays quand même, avec la légalisation de signature, il y a la spoliation foncière, on a même des notaires qui volent leurs clients. Donc éliminer la légalisation de signature, pour moi, va être comme si le facteur vous livre votre paquet d'Amazon devant chez vous, va le mettre devant la porte et il va partir. Et le soir, quand vous rentrez, vous pourrez trouver votre paquet. C'est là où on pourra éliminer la légalisation de signature. Au lieu, il faut voir des solutions technologiques qui vont tirer la société vers le haut en utilisant le digital. On parle de rating aussi. Je ne parle pas du système chinois, c'est exagéré, mais je parlerai... Rating, notation de quoi? Alors, au Maroc, on a besoin de notation sur deux aspects. La solvabilité de la personne et le sérieux professionnel de la personne. Mais il y a des crédits bureaux pour cela? Oui, mais c'est une approche top-down. Ce n'est pas du bottom-up, ce n'est pas une approche endogène. On est en train de faire ce que les Européens et les Américains ont fait. Et on est en train de le faire en retard. Donc on aura du retard, beaucoup de retard. L'idée, c'est... Qu'est-ce que vous proposez? Voilà. C'est l'opinion personnelle, c'est des idées folles, mais... Prenons, je ne vais pas citer de site web. Si je mets en place une plateforme qui va rater les cols bleus et les cols blancs, que ce soit les médecins, avocats ou les jardiniers, femmes de ménage, oui. Ben, ce système-là va être biaisé. Par exemple, si je vais sur TripAdvisor et j'ai un restaurant, je peux appeler des Chinois ou des Indiens, payer $200 et j'aurai 2000 recommandations favorites sur mon restaurant. Mais si j'ai un système endogène, comme le nôtre, comme Moraqi, dont l'identité est créée à la Muqata'a, où il y a de la traçabilité de la personne. Si un jour je décide que si je fais une transaction avec une femme de ménage ou un gardien ou un menuisier ou un plombier, si j'ai son contact, on est lié comme sur WhatsApp, je vais le rater sur Moraqi parce que je suis une personne qui existe. Je peux lui donner un rating. Okay? Si les factures transitent par cette plateforme Moraqi, on peut monter un scoring qui juge quand est-ce que le citoyen a vu ses factures et quand est-ce qu'il les a réglées. D'où la solvabilité de cette plateforme endogène qui part de la Muqata'a, de la légalisation de signature, e-certificat de résidence, on peut converger et construire un modèle de data qui peut rater les personnes sur leur sérieux dans le travail et aussi sur leur solvabilité. Et là, on peut augmenter le volume de transactions, le volume d'affaires et aussi la taxation. Et là, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une approche bottom-up, c'est-à-dire on a construit avec la manière marocaine, avec la sauce marocaine, et on a monté un modèle marocain de data. Donc ce que vous disiez, for Moroccans, by Moroccans. Khalid Ziani, je voudrais justement parler de ces craintes qu'ont ce genre d'intermédiaires, notamment les notaires, mais aussi d'autres intermédiaires, puisque si blockchain adopté, eh bien nous n'aurons plus besoin de ces personnes-là pour n'importe quelle transaction, parce que toutes les informations sont d'ores et déjà présentes et stockées et qui peuvent être prises en tout cas de cette manière-là de la blockchain. Alors justement, est-ce qu'il y a crainte à avoir? Mais pas du tout. En fait, comme je l'ai souvent dit, la technologie ne fait que transformer
le travail des gens. Donc les notaires, leur rôle fondamental, c'est d'authentifier. D'ailleurs, apothicaire veut dire authentificateur. Et donc les notaires ont ce rôle d'authentifier les actes. Très bien. Ils resteront toujours, on aura toujours besoin d'un notaire pour authentifier les actes. Mais le rôle du notaire va augmenter, aller au-delà du fait de vérifier l'identité de la personne, la signature. Tout cela peut être pris en compte par le système, par la machine, puisque l'identité peut être digitalisée. Les gens, quand ils signent, ça peut être également digitalisé. Les actes peuvent être stockés sur la blockchain. Le notaire aura un rôle réel d'authentificateur de l'intelligence de la transaction et de la conformité légale et réglementaire. C'est exactement ça son rôle. Actuellement, il fait au-delà de son rôle, c'est-à-dire qu'il fait également de la paperasse, il envoie à la conservation foncière, il envoie à la consignation pour le paiement, pour le circuit de paiement des sommes. Tout ce circuit de consignation peut être totalement digitalisé. Sans pour autant qu'il ne perde, lui, son... Oui, et vous avez le déblocage, c'est-à-dire le dénouement de l'opération, qui peut totalement être digitalisé. Donc vous avez ce rôle-là actuellement qu'il fait manuellement, va évoluer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce notaire-là, quand il traitait 100 affaires avant, il va pouvoir en traiter 1000 dans le même temps. Mais c'est un métier assermenté. Est-ce que la blockchain peut un jour éliminer ce métier? Pas du tout. Pas du tout. On ne peut pas, j'imagine mal, franchir le pas où c'est la machine qui va à un moment donné avoir il y aura toujours un être humain, parce que l'être humain est plus intelligent que la machine. Il y a l'intelligence artificielle après. Hein, je pense que... Qui gère des milliards, des milliers de milliards au quotidien. Dans d'autres pays, ils ont informatisé cette partie-là. C'est-à-dire que quand vous allez acheter ou vendre devant le notaire, vous signez sur des signpads, l'acte est devant vous sur l'écran. Il est lu en même temps par le notaire, entre le vendeur et l'acheteur, et la transaction, après, une fois que c'est validé, c'est signé, ça va directement sur la conservation foncière, le cadastre, et l'opération est totalement automatisée. Et les notaires, en France notamment, ont gagné un temps fou. Et l'augmentation de la sécurité, c'est-à-dire que les data centers sur lesquels sont stockés sont redondants, donc ils ont une sécurité plus élevée qu'avant. Actuellement, les actes sont stockés dans les armoires des locaux des notaires ou dans les tribunaux quand il s'agit de registres d'actes. Ils sont soumis à toutes les possibilités de feu, d'inondation, ce qui arrive. Hein. Nous perdons actuellement au Maroc, nous perdons des registres complets de naissance, par exemple, à cause d'inondations ou de sinistres qui arrivent dans les locaux où sont stockés ces registres. Donc, nous ne pouvons qu'augmenter la sécurité de ces registres, de ces informations, et donc rendre un plus grand service aux gens et aux citoyens. Très bien. Alors, on a parlé des intermédiaires et je venais justement au secteur financier. Est-ce qu'aujourd'hui, ça représente une menace pour le secteur financier, cette blockchain? Mais on le voit dans le monde, plusieurs dizaines, si je m'abuse, 80 banques ont déjà commencé à prévoir, on parlait de crypto-monnaie, à prévoir d'adopter cette technologie de blockchain pour justement s'adapter à ces évolutions, à cette révolution numérique. Mehdi Alaoui, est-ce que la blockchain constitue aujourd'hui peut-être un concurrent pour le secteur financier marocain? Alors, c'est une très très bonne question et en fait, on peut la voir de différents prismes. À chaque fois qu'on dit il y a une menace, ça veut dire qu'il y a une opportunité. Vraiment. Donc, c'est on va dire, un sujet classique. Maintenant, moi, je pense qu'il y a eu plusieurs propositions qui ont été faites dans ce domaine-là. Je vais d'abord parler au niveau international.
Donc on a vu en fait l'émergence de quelques blockchains et quelques crypto-monnaies avec des hauts et des bas. On a vu aussi que quelques pays ont institutionnalisé leur propre crypto-monnaie. Il y a eu un débat sur le sujet au Maroc et je pense que c'est un sujet qui mérite, on va dire, d'être davantage approfondi. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, il doit y avoir au Maroc un sommet sur la blockchain qui est au fait organisé par la Banque centrale du Maroc. C'est prévu, je pense, le 21 novembre. Donc, plusieurs banques centrales internationales seront présentes et on va parler de ce sujet-là. Et peut-être que le Maroc va aussi lancer sa propre crypto-monnaie. Ah bon? Je dis peut-être. Parce que, juste pour rappel aux téléspectateurs, la Banque centrale avait émis plusieurs... en tout cas, elle s'est montrée prudente par rapport à cette question des crypto-monnaies, en interdisant même l'utilisation des crypto-monnaies sur le sol marocain, parce que justement, on avait peur de plusieurs éléments, dont le financement du terrorisme, parce qu'on ne pouvait pas tracer l'origine de cet argent, même si virtuel, qui transitait. Mais pourtant, on l'utilise au Maroc. Je ne l'utilise pas. Ok. Non, mais il y a une différence en fait, entre le Bitcoin, qui effectivement peut être utilisé dans certains cas pour, on va dire, des opérations qu'il ne faudrait pas faire, et la crypto-monnaie. Donc, c'est deux choses différentes. Okay. Donc, si une crypto-monnaie est gérée, par exemple, par la Banque centrale marocaine, ben, là, il y a plus ce problème, on va dire, de sécurité parce que tout est clair, tout est transparent. Donc, voilà, ça dépend du prisme avec lequel on va voir les choses. De poids, de mesure. Exactement. Très bien. Donc, moi, à titre personnel, j'encouragerais qu'on ait une crypto-monnaie au Maroc qui soit gérée par la Banque centrale ou tout autre organisme régulateur. Et ça permettra de fluidifier un certain nombre de choses. Le paiement sur le mobile qui arrive en grande pompe sur le dernier trimestre de 2019. Avec 20 ans de retard. Oui, avec du retard, c'est sûr. En tout cas, il y a eu beaucoup de réticences que finalement, aujourd'hui, un opérateur télécom peut jouer le rôle d'une banque. Oui, il y a eu aussi beaucoup de lobby autour de ce sujet-là, mais maintenant c'est parti, ça va se mettre en œuvre et ça va permettre justement l'inclusion financière parce qu'in fine, qu'est-ce qui est important? On revient toujours au même sujet. Le plus important pour nous, c'est le citoyen. Et il faut qu'on lui donne les services nécessaires pour qu'il se sente un citoyen à part entière et qu'il puisse avoir accès à l'ensemble des services. Donc le mobile payment va résoudre ce problème. Je sais qu'aujourd'hui, il y a peut-être plus de 13 opérateurs qui vont lancer les services de manière progressive au fur et à mesure. Et je pense que c'est une opportunité donc, pour notre citoyen. Et pas une menace pour les banques. Non, absolument. D'ailleurs, en fait, ils vont jouer aussi un grand rôle. On va dire, quasiment l'ensemble des banques vont lancer des services de mobile payment. C'est pour ça, à chaque fois qu'il y a, on va dire, une menace, quelque part, c'est une aussi opportunité. Absolument, absolument. Bon, on va peut-être clôturer ce débat avec le coût. Est-ce que ça coûte de l'argent, la blockchain? Parce qu'on parle de tickets d'entrée. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut budgétiser l'adoption de la blockchain au Maroc? Il me reste 3 minutes, donc c'est peut-être 1 minute pour chacun ou un dernier mot, si ce n'est pas sur cette question de budgétisation ou de coût. Khalid Ziani. Pour l'instant, nous ne sommes pas à l'étape de budget. Et tous les exemples actuellement d'usage de la blockchain sont des exemples d'usage qui ne sont pas monétisés. Très bien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de redevance, comme pour le cloud, par exemple, à payer à un éditeur ou quoi que ce soit, puisque c'est le monde libre et il n'y a pas réellement en fait, de régulateurs qui percevraient ces redevances. Donc, pour l'instant, en fait, recourir à la blockchain ne coûte pas grand-chose. Hein. Très bien. Tariq Fadli, un dernier mot. Un dernier mot, je partagerai un exemple concret, c'est celui de l'Inde en termes d'agriculture. En Inde, il y a 2 ans, il y avait une moyenne de 23 suicides par jour des agriculteurs parce qu'ils n'arrivaient pas à payer leurs dettes ou avoir accès à la technologie ou l'équipement et au financement. Et ils étaient aussi victimes de spoliation foncière. Différentes solutions blockchain ont été mises en place pour en fait
d'abord leur garantir leurs droits de subvention, leur garantir leurs droits de propriété, et même des solutions conçues par des startups indiennes, comme la ubérisation des tracteurs, pour partager les ressources entre ceux qu'ils ont et ceux qu'ils n'ont pas. Très bien. Média, là, oui, un dernier mot, vraiment. Ce n'est pas une question en fait de budget, ce n'est pas une question de volonté. Je pense que c'est une question en fait de volonté politique et de leadership. Il faut que quelqu'un tape sur la table, implémente la blockchain et sert nos citoyens. Et mettre le citoyen, comme a été répété dans le plus haut niveau de l'État, mettre le citoyen au cœur des politiques publiques, dont cette digitalisation tant attendue et espérée pour notre, non seulement administration, mais de notre économie dans tous ces secteurs. Merci beaucoup Khalid Ziani, Tariq Fadli et Média Alaoui d'avoir répondu à l'invitation d'Eco-Débat, d'avoir enrichi ce débat sur la blockchain. Merci à tous de votre fidélité. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Eco-Débat. D'ici là, très très bonne semaine à tous.